d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 40. Et si vous êtes né en 1986, vous fêterez vos 40 ans cette année. On fait un petit coup de vieux comme Lady Gaga, Megan Fox, Olivier Giroud ou Sébastien Lecornu. Et moi, mes 40 ans, je leur donne rendez-vous en 2032. Au sommaire de l'émission ce soir, l'armée libanaise affirme avoir atteint l'objectif d'un monopole d'État sur les armes dans le sud du pays de manière efficace et tangible. Nos débatteurs font-ils confiance à l'armée libanaise ? Débat dans quelques minutes. La France va-t-elle désigner les Frères musulmans comme une organisation terroriste ? Découvrez la réponse de Constance Le Grip dans une interview du Tac au Tac. La chef d'édition de l'émission, Laura Amouyal, a sélectionné 4 informations polémiques pour faire bondir nos débatteurs de leur chaise. Rendez-vous à 21h30 pour découvrir les choix de Laura et les réactions de nos invités. 11 ans après l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, je demanderai ensuite à nos débatteurs s'ils sont Charlie. Enfin, Julien Assal rappera l'outro de cette émission. Que nous a-t-il réservé pour sa carte blanche ? Rendez-vous à 21h53, les amis. Vous êtes bien installés sur votre canapé ? Allez, je vous présente le casting du soir. Ça se débat, saison 1, épisode 40, en compagnie de Laurent Ayache. Bonsoir Laurent, Bonsoir. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Ça va très bien, je vous remercie. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir partagé, Laurent. Benyamin Netanyahou est actuellement la personne la plus populaire en Iran, a déclaré mercredi un habitant de Téhéran sur la chaîne publique israélienne Cannes. Netanyahou est-il plus populaire en Iran qu'en Israël ? Ah non, je pense pas, mais ça fait plaisir que son impact soit reconnu dans le monde musulman et dans le Moyen-Orient. Et en effet, ces 2 dernières années, Israël a complètement changé la face du Moyen-Orient. Et donc aujourd'hui, les Iraniens aussi, qui veulent aujourd'hui un peu plus de liberté, aimeraient que Netanyahou vienne à leur secours, c'est clair. Bonsoir Stéphane Blachman, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Vous avez apprécié ma question pour... Ah, j'ai trouvé ça très drôle. Très drôle, voilà. L'Australie ordonne une commission d'enquête nationale sur la tuerie de Bondi Beach. Comment réagissez-vous ? C'est pas trop tôt ? Je ne sais pas si c'est trop tôt, mais par contre, je pense que notre ami Netanyahou, dont vous parlez tout à l'heure, ferait bien de s'en inspirer. Parce que nous, ça fait 2 ans qu'on attend, et lui n'a pas envie parce qu'il a très peur des résultats. Je me doutais de cette réponse. Et à Paris, je salue Merav Grieger. Bonsoir Merav, comment allez-vous ? Bonsoir Raphaël, un peu seul, mais j'attends avec impatience notre cher ami Claude Siard. Parce que notre ami Claude Siard est bloqué par les agriculteurs qui manifestent actuellement à Paris. On l'attend très vite en plateau à vos côtés. Et pour commencer, Merav, une petite question. Le patron de LR, Bruno Retailleau, a justifié jeudi l'intervention de Donald Trump au Venezuela au nom de la légitime défense, accusant le président déchu, Nicolas Maduro, d'être l'allié des narcotrafiquants et du Hezbollah et du Hamas. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est une formule un peu galvaudée, mais je comprends l'idée. L'idée est là. On avait bien un peuple qui était seul et qui avait besoin d'un soutien international. C'est donc Trump qui s'y est collé. On va accueillir dans quelques minutes notre ami Claude Siard, actuellement bloqué à Paris par les agriculteurs, entre les agriculteurs, la neige. Actuellement, c'est une situation assez compliquée, on le comprend, en France. Il a fait beau aujourd'hui à Tel Aviv. Apparemment, demain et après-demain, c'est la tempête. C'est la tempête. Donc, on en a bien profité aujourd'hui. J'espère que vous avez profité du beau temps ici en Israël. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Israël doit-il frapper l'Iran en premier ?» Vous êtes d'accord à 76% avec Rachel Bourlier. Et à la question « Gaza, Israël, Liban ?» Jean-Luc Mélenchon a-t-il dépassé toutes les limites de la mauvaise foi ? Vous êtes d'accord avec 98% avec Maître Olivier Pardo. Passons sans plus tarder au premier débat de cette émission. L'armée libanaise a annoncé aujourd'hui avoir achevé la première phase de son plan pour le désarmement du Hezbollah pro-iranien qui couvre la région entre la frontière israélienne et le fleuve Litani à une trentaine de kilomètres plus au nord. Prenons la direction du nord d'Israël où nous attend Stéphane Goldin. Bonsoir Stéphane. Que se passe-t-il actuellement au sud du Liban ?
Bonsoir Raphaël, effectivement ce matin il y a eu cette annonce par la présidence libanaise annonçant concrètement que l'armée libanaise avait le contrôle du sud-Liban. Alors il faut savoir que tout ça a fait énormément sourire, tout le monde a pensé que c'était même une plaisanterie qui avait été annoncée par le président libanais, parce que concrètement des armes elles sont toujours présentes, en tout cas dans la partie du sud-Liban, c'est-à-dire entre le fleuve Litani et la frontière israélienne. Tous les jours, il y a des interventions de l'armée israélienne pour repousser des terroristes du Hezbollah au-delà du Litani. Et on voit très bien que dans le fond, le Hezbollah ne veut pas se démilitariser et concrètement, l'armée libanaise n'en a pas non plus les moyens. Alors c'est vrai que l'armée libanaise est intervenue au sud-Liban, mais plutôt dans des bastions très urbanisés. Où se situe le Hezbollah, mais n'a pas été dans les autres endroits où il y a énormément de tunnels. D'ailleurs, encore hier, la télévision libanaise, une chaîne de télévision libanaise qui s'appelle Al Jadid, montrait des drones qui étaient d'origine russe et qui devaient se recycler avec des ogives de pratiquement 300 kilos et qui devaient se transformer en missiles de croisière de moyenne et de longue portée. Donc on voit tout ça, on voit très bien que derrière tout ça, il n'y a pas la possibilité pour le gouvernement, en tout cas libanais actuellement, de pouvoir mettre fin au Hezbollah. D'ailleurs, dans les propos, je dirais, de la présidence libanaise, a été dit le démantèlement, je dirais, des munitions, le démantèlement des tunnels, mais personne n'a prononcé le mot de démantèlement, de démilitarisation du Hezbollah. Donc, ici, en tout cas, du côté israélien, et pour avoir parlé avec pas mal de gens qui font partie des forces de défense israéliennes, tout le monde a pris ça avec un large sourire. La preuve en est, c'est que ici, du côté israélien, il se dit que les seuls qui seraient capables de démilitariser le Hezbollah, ce sont les forces de défense israéliennes. Merci beaucoup Stéphane Goldin, on vous retrouve dans la prochaine édition. La déclaration de l'armée libanaise a inspiré 7 questions à l'équipe de SAS Débat. Désarmement du Hezbollah, faites-vous confiance à l'armée libanaise? Stéphane Blajman a répondu oui et Laurent Ayache a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 40, face à face numéro 1. C'est parti. Stéphane, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Laurent, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Allez, c'est Stéphane, c'est à vous. Bon, alors d'abord, je vais tempérer ce oui. Alors, je fais confiance à l'armée israélienne pour essayer de démilitariser le Hezbollah. C'est l'intérêt de l'armée libanaise, c'est l'intérêt du Liban, de la présidence libanaise, c'est l'intérêt des pays comme les États-Unis qui poussent à cela, la France aussi, c'est l'intérêt d'Israël, c'est l'intérêt de tout le monde. Alors, y arriver, c'est autre chose. Je vous rappelle simplement qu'Israël, depuis 2 ans, on essaye de démilitariser le Hamas et Netanyahou n'a toujours pas réussi. Alors avec d'autres moyens et des deux côtés. Donc il ne faut pas rêver. C'est quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est l'intérêt de l'armée libanaise et c'est l'intérêt de la présidence libanaise aujourd'hui de se débarrasser du Hezbollah. Alors est-ce qu'ils y arriveront tout seuls? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, ils vont tout faire pour y arriver, c'est leur intérêt. Il vous reste un peu de temps. Ben voilà, sinon je peux vous dire que le Liban peut devenir, si ils arrivent à se débarrasser du Hezbollah, un nouveau pays qui pourrait rentrer dans des accords d'Abraham avec Israël. On a beaucoup de choses à faire ensemble, que ce soit au niveau du gaz ou au niveau d'autres choses. Rappelons-nous, le Liban n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane. C'est à vous, Laurent. Voilà, bon, je vais continuer sur la lancée de Stéphane qui a plus défendu le non que le oui, et c'est tout à fait normal, il a raison. C'est pas facile de défendre le oui parce que effectivement ça fait sourire. On n'a pas vu de stocks qui ont été pris par l'armée libanaise. Le gouvernement libanais ne fait rien contre le Hezbollah, et donc en fait je pense que cette déclaration tient plus en fait au fait que la pression aussi bien militaire d'Israël que la pression américaine qui fait entendre les bruits des canons qui vont pas tarder à reprendre, les fait un peu paniquer et donc les ont obligés à faire cette déclaration. Mais il ne faut pas se mentir, le Hezbollah reste toujours militarisé, n'a pas décidé de déposer les armes malheureusement. Grâce aux différentes opérations avec succès de l'armée d'Israël et avec la politique de Netanyahou pendant ces 2 dernières années, le Hezbollah a été largement affaibli. Toute la hiérarchie de Hezbollah a été décimée. Merav à Paris, c'était le deal de confier le désarmement du Hezbollah
à l'armée libanaise. Israël était d'accord avec ça. Alors vous êtes plutôt d'accord avec Stéphane ou avec Laurent ? Alors, l'espoir et la volonté dit oui, et le scepticisme et le réalisme dit non. On est assez inquiet, on sait très bien que si ça avait été possible, ça aurait été fait depuis bien longtemps. On sait, comme ça vient d'être dit, que le Hezbollah est ancré, son armement existe depuis bien plus longtemps, et je pense qu'on n'a pas encore mesuré l'étendue de sa présence, et c'est là toute l'inquiétude qui est justifiée, mais bien entendu que l'espoir est là et la volonté est là pour dire oui, mais ce scepticisme nous rappelle à cette dure réalité. Stéphane, on souhaite bon courage aux Libanais. Allez-y Stéphane. Oui, je voulais juste rajouter une chose, c'est que le Hezbollah aujourd'hui ne peut plus être livré. Il ne peut plus recevoir des grosses armes. C'est-à-dire que des mitraillettes, des choses comme ça, oui, ça peut toujours passer, mais aujourd'hui, il n'a plus personne qui peut lui fournir ces armes-là. Il faut en tenir compte. Alors effectivement... Parce que ces armes passaient par la Syrie. Voilà, tout à fait. Les armes ne passeront plus par la Syrie. L'Iran ne peut plus aujourd'hui amener tout ça. Donc, effectivement, personne n'est naïf et personne n'imagine que l'armée libanaise, qui ne représente malheureusement pas grand-chose aujourd'hui, puisse se débarrasser demain du Hezbollah. Mais par contre, on est sur la bonne voie. Écoutez, quand on voit ce que Trump est capable de faire un peu partout et qu'il va insister pour que ça se passe aussi au Liban, on a bon espoir. Dans un communiqué, l'armée libanaise affirme avoir atteint les objectifs de la première phase de son plan, qui doit s'étendre à la suite au reste du territoire libanais. Elle précise qu'elle contrôle désormais la partie sud du Litanie, à l'exception des territoires et des positions toujours occupées par Israël. C'est le communiqué de l'armée libanaise. Est-ce qu'Israël doit quitter ses positions dans le sud du Liban ? Aujourd'hui, on entend beaucoup plus parler d'une réinvasion de l'armée israélienne. Ça serait je pense, pour nous encore un choix difficile, parce que se réengager militairement dans le sud Liban de façon physique, c'est pas la meilleure des nouvelles. Mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères libanais, on le rappelle, est affilié au Hezbollah. Aujourd'hui, toute la structure du Liban est complètement gangrénée par le Hezbollah. Donc aujourd'hui, toutes ces déclarations sont à prendre avec des pincettes. La réalité est tout autre. Et c'est vrai que, comme vient de le dire Stéphane, et il a entièrement raison, le fait qu'aujourd'hui, tout ce qui passait par la Syrie et surtout tout le financement qui vient de l'Iran, qui n'arrive même plus à s'autofinancer, tous ces moyens... Et du Venezuela. Et du Venezuela, tout à fait. Tous ces moyens qui ont été détruits par aussi bien Netanyahou que Trump, ont complètement changé les cartes du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, la réalité est tout autre, ce qu'il y avait il y a 2 ans. Mirav Geiger, le mot de la fin pour ce débat est pour vous. Benyamin Netanyahou a qualifié ses efforts d'encourageants, mais d'insuffisants. Il a bien résumé la situation ? Je pense que c'est un bon résumé. Il faut davantage de garanties. Aujourd'hui, on les a pas. Je pense que c'est lui qui aura eu le mot de la fin, et c'est pas mon genre de le lui laisser. Donc, je l'accorde volontiers cette fois-ci. Merci. Même moi, je suis d'accord avec. Voilà. Parce que vous imaginez. Parce que pour le coup, c'est pas une réaction belliqueuse, c'est pas non, c'est une constatation. Il n'a pas balayé d'un revers de la main ce communiqué du Liban. C'est une étape. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont faites. Voilà. Il faut reconnaître qu'il y a vraiment des choses qui sont faites, mais avec les capacités de cette armée. Avec toujours l'espoir qu'il fasse partie des accords d'Abraham, de la même façon qu'avec la Syrie, aujourd'hui, on parle de plus en plus des accords d'Abraham. L'entrée de la Syrie, quelque chose qui est complètement impensable. Et une information qui vient de tomber, Donald Trump menace à nouveau le régime iranien, est en très mauvaise posture, il a déclaré, et ira en enfer s'il tue des manifestants. Je suis contente de te voir. Voilà. Merci à tous les 3 pour ce premier débat. Passons tout de suite à la direction. Prenons tout de suite la direction de Paris pour parler des frères musulmans. La Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a examiné ce mercredi une proposition de résolution des Républicains visant à inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes. Et pour en parler, nous accueillons la députée Constance Le Grip. Bonsoir Constance Le Grip, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, quelle a été la conclusion de cette commission ? La France a-t-elle fait un pas vers l'inscription des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes ?
La France, je ne saurais dire à ce stade, mais il y a eu adoption très large par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale de la proposition de résolution européenne initiée par le groupe des députés Les Républicains, les députés du groupe de Laurent Wauquiez, proposition de résolution européenne à laquelle beaucoup d'autres groupes ont apporté leur soutien, à commencer par le groupe auquel je suis apparentée, le groupe Ensemble pour la République, et j'ai moi-même porté la parole de mon groupe et donné mon plein et entier assentiment à cette proposition de résolution européenne, qui a donc été très largement adoptée par la Commission des affaires européennes. Alors, il y a encore plusieurs étapes. C'est ainsi qu'est construite la procédure parlementaire. Nous allons maintenant voir, c'est dès la semaine prochaine, la Commission des affaires étrangères se saisir de ce texte, de cette proposition d'inscription de l'Organisation des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et puis ensuite viendra le débat en séance publique dès le jeudi 22 janvier. Donc rendez-vous dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon à Paris pour voir les positions des uns et des autres. Mais en tout cas, nous avons voulu très largement, nous, députés de la République, affirmer un certain nombre de principes, dire à quel point la menace islamiste telle qu'elle est véhiculée, propagée, portée par les frères musulmans est réelle, dangereuse, et que nous souhaitons qu'il puisse y avoir un mouvement général pour que cette organisation soit considérée comme terroriste, portant une idéologie qui peut déboucher sur la violence terroriste. Les députés de quel parti ont voté contre ? Alors, en commission des affaires européennes, pour être tout à fait franche, on est très très peu nombreux. Le sujet n'avait pas, je suis confuse de le dire, à ce stade, pour ce qui concerne la journée d'hier, mobiliser des foules innombrables, mais c'est le représentant du groupe de la France insoumise qui a voté contre, oui. La Jordanie a interdit en avril 2025 toute activité des frères musulmans sur son sol. Est-ce que les pays européens, en dehors de l'Autriche, ils sont plus naïfs que les pays musulmans face à cette menace ? Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore beaucoup de naïveté, même si nous n'avons pas le même passé qu'un certain nombre de pays du Proche et du Moyen-Orient, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, nous commençons quand même à connaître, je dirais très cruellement et très lourdement, le prix que nous avons eu à payer du terrorisme islamiste, avec près de 300 victimes depuis 2012, rien que sur le sol français, du terrorisme islamiste. Et il y a un certain nombre de rapports, des rapports parlementaires, une commission d'enquête parlementaire qui a débouché tout récemment, dont j'étais membre, également un rapport remis au ministre de l'Intérieur qui faisait le point très précisément sur ce qu'est le séparatisme islamiste, ce qu'est la mouvance frériste et la manière dont elle véhicule une idéologie non seulement séparatiste, mais une idéologie susceptible d'alimenter un chemin vers la radicalisation, y compris la radicalisation violente. Donc je pense que en France, les pans de naïveté ou d'ignorance ont fini par s'effondrer, même si ça a pris un petit peu de temps, encore une fois. Nous essayons de faire partager à la fois par nos services de renseignement, mais aussi par le travail parlementaire et politique que nous menons à d'autres pays européens, ce que nous constatons et ce que nous identifions sur la dangerosité de la menace islamiste et particulièrement de la menace frériste. Ça progresse lentement, mais sûrement à l'intérieur de l'Union européenne. Et comment expliquez-vous qu'une partie de la jeunesse musulmane ait de la sympathie pour ce courant ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de sympathie pour ce courant-là à proprement parler, mais il est vrai, je ne sais pas si je connais les études d'opinion et j'ai beaucoup travaillé comme d'autres sur ce sujet. Je sais la séduction exercée de manière assez forte à certains égards par certains courants religieux radicaux, traditionnalistes, qui ont une forte charge, je dirais, identitaire et émotionnelle sur une grande partie de notre jeunesse. Je ne sais pas justement si c'est l'intégralité de ce que représente le frérisme qui est vraiment connu de certains de nos jeunes compatriotes musulmans. Je veux parler que des musulmans vivant en France. Et justement, l'une des motivations que nous avons les uns et les autres dans les travaux que nous faisons, les rapports que nous portons à la connaissance du public, avec encore une fois le travail très intéressant qui a été fait et qui a été rendu public à la mi-décembre par la commission d'enquête sur l'islamisme et l'entrisme islamiste, d'autres travaux, c'est rendre visible, rendre audible,
conscientiser en quelque sorte l'opinion publique française dans toutes ses composantes sur la dangerosité et la réalité de ce qu'est le frédisme. En réalité, il n'y a plus vraiment de frontières étanches entre l'islamisme politique et la radicalité violente. Et c'est de tout cela dont nous devons faire prendre conscience à nos compatriotes, parce qu'une chose est d'avoir des convictions religieuses et spirituelles fortes, une autre est d'aller sur ce chemin qui est un chemin pouvant conduire à la radicalisation, à la violence, qui enferme et qui débouche sur une appétence pour des comportements violents, terroristes, et qui sont absolument mortifères pour nos valeurs et pour l'ensemble de notre société. Merci beaucoup, Constance Le Grip, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Merci à vous. Au revoir. Et on accueille Claudie Siard à Paris, qui est arrivée après avoir été bloquée dans les embouteillages par les agriculteurs. Bonsoir Claudie, comment allez-vous ? Bonsoir, cher Stéphane. Mille excuses à Stéphane, à Laurent, à Mérab. Pas de problème. Mérab, évidemment. Désolé, vraiment. Stéphane, vraiment. Et à 2 reprises en plus. Claudie, racontez-nous, que s'est-il passé ? Quelle est la situation actuellement à Paris ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Ah non, mais alors moi je me suis dit, durant toute l'après-midi, je vais prendre plutôt des taxis pour que ce soit beaucoup plus simple pour circuler et aller ici et là. Et puis là, ce soir, comme on est habitué à ma petite voiture rouge, donc j'ai pris ma voiture rouge que j'avais laissée à l'Assemblée nationale. Bref, et donc un premier blocage, les policiers ont réussi à débloquer. Pourtant, j'étais vraiment en avance. Hein. Et puis, pas très loin, encore un deuxième blocage. Non, c'était juste les agriculteurs qui roulent au ralenti et qui faisaient claironner leur klaxon pour dire ils sont là, ils existent. Et c'est un combat légitime. Le combat que mènent les agriculteurs est un combat légitime. Claudie, vous avez pu écouter une partie de l'interview de Constance Le Grip ? Oui. Alors allez-y, je vous demande une réaction à ce que vous venez d'entendre. Oui. Alors moi, si vous voulez, je suis toujours atterré parce que j'ai participé à une manifestation à l'Assemblée nationale française qui s'appelle Bâtir des ponts, avec des personnes françaises qui souhaitent bâtir des ponts ici et là, en France, en Afrique, un peu partout, des gens qui veulent conjuguer leurs talents. Et à chaque fois que j'écoute certains médias français, lorsque j'entends certaines personnes, et cette dame que j'ai déjà entendue à plusieurs reprises, j'entends que de la division. Moi, je pense très clairement que cette histoire de frérisme, pour moi, c'est à la marge. Et il y a beaucoup de fantasmes chez les uns et les autres. Moi qui suis un enfant de banlieue, il y a beaucoup de fantasmes chez les uns et les autres, parce que ces gens-là sont très minoritaires dont on parle, parce qu'à ce moment-là, il faudrait parler à part égale dans les médias, et de la même façon des mouvements d'extrême droite, des mouvements racistes, des groupuscules. Parce que pour moi, c'est un groupuscule. Et j'entends toujours dans ça le rejet d'une frange de la population française. C'est comment exprimer son rejet par l'islam. Cette dame a dit tout à l'heure, j'ai relevé cette phrase, elle dit « les musulmans vivant en France ». Elle dit « les musulmans vivant en France ». Et elle ne dit pas « ce sont des Français ». En France, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des juifs. C'est ça la France. C'est ça l'histoire de la France. Je peux intervenir ? Allez-y, Mérab. J'allais vous donner la parole. Merci. Ah, très bien. Je suis assez choquée par un élément qui a été dit plus particulièrement, plus que les autres. Est-ce que les autres étaient en tout cas acceptables c'était pas et mal, entendables ? C'était bien. Non, franchement, très bon livret, Claudie. J'ai bien apprécié, mais pas tout. Et il y en a un qui m'a plus horripilé que d'autres venant de votre part. C'est quand vous parlez du frérisme et des banlieues. Mais le frérisme n'est pas... Vous stigmatisez les banlieues. Ah non, c'est ce qu'elle dit, elle. C'est ce qu'elle dit, elle, c'est pas moi. Hein. Non, mais arrêtez de mettre sur sa faute ce que vous avez dit. Je vous ai très bien entendu, Claudie. Oui. Vous avez dit, je viens de banlieue et je peux vous dire que le frérisme en banlieue... Parce que c'est ce que les gens disent. Alors, et moi, je vais rétablir quelque chose. Moi, je suis d'accord. Ce dont on s'inquiète, et j'ai pas entendu une stigmatisation de sa part. Elle a bien dit, les musulmans de France, et puis dans ces musulmans, je suis bien d'accord, il aurait fallu plus de nuances, mais on lui a pas donné le temps nécessaire. Donc l'exercice qui lui a été confié, il faut quand même admettre qu'il était délicat, mais je vais revenir à mon point. Le frérisme, là où il faut s'inquiéter, c'est pas dans les banlieues particulièrement, c'est partout en France, et plus particulièrement, moi ce qui m'inquiète, c'est l'élite. L'élite française, qu'elle soit musulmane ou non, qui a cette affection et cette passion, pour reprendre un terme, les intellectuels, les écrivains, les Tariq Ramadan, pour parler un petit peu de la genèse de ceci. Et depuis très longtemps, elle s'est dissociée du frérisme. D'accord. Moi, même dans le milieu il reste une minute. Oui, absolument. Attention, l'Assemblée européenne, là, c'est le symbole ultra. Mais je terminerai moi aussi avec une petite expérience. J'ai fait
des longues études, très longues, et déjà à l'université, avant même le 7 octobre et tout ce qu'on a pu voir à Sciences Po ou ailleurs partout en France, cette familiarité, cette sympathie, cette empathie Le 7 pour octobre, c'est pas le frérisme, hein, le 7 octobre. Non, mais ça a fait réveiller, Moi, ça a j'ai démasqué. pas de religion. Ça a démasqué. Je vois pas le lien Faut qu'on entre la avance. religion. Il reste 30 secondes. Je récupère la parole. Et vous pourrez voilà, continuer pendant la publicité. Je vous la donne, la parole. Voilà, merci beaucoup, Liller, de marquer une courte page de pub et on se retrouve tout de suite sur i24 News. Restez avec nous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unité mobile, don du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire? On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagar. InnovNation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. InnovNation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation made in Israël. InnovNation, tous les mardis sur i24 News. Le grand oral sur i24 News, c'est chaque lundi à 21h30. Des politiques, des experts, des artistes, des auteurs pour décrypter et comprendre les grands enjeux du Proche-Orient et de notre époque. Ils sont mes invités pour ce grand oral sans détour et sans langue de bois, à lundi sur i24 News.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Claude Siard, Merav Grieger, Laurent Ayache et Stéphane Blajman. Stéphane, vous m'avez demandé pendant la publicité si vous pouviez réagir à l'interview de Constance Le Grip. Allez-y, vous avez la parole. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que les frères musulmans aujourd'hui sont quelque chose de très dangereux. Pourquoi ? Parce que leur idéologie est aujourd'hui représentée par le Qatar. Le Qatar, pays extrêmement riche, qui déploie cette idéologie dans le monde entier. Et on se rend compte que effectivement, ce n'est pas que les banlieues, c'est les milieux universitaires, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et donc, les frères musulmans, même si aujourd'hui l'immense majorité des musulmans de France n'ont rien à voir avec ça, il reste quelque chose de très, très dangereux. Laurent ? Et on les retrouve même au Parlement européen. Je pense à Rima Hassan, qui reprend les thèses des frères musulmans, qui est même sponsorisé par les frères musulmans, et qui aujourd'hui est sur la place publique de façon systématique. Et elle reprend tout le temps ces thèses qui sont désastreuses. Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant de faire le tour. Claudie dit non, mais moi je vous propose de faire le tour du reste de l'info. Non, mais on peut pas dire ça de Rima Hassan. Attendez. Ouais, on peut pas quand même. Merav, on commence. On peut ne pas être d'accord avec Rima Hassan sans dire ça. Voilà, c'est tout. Bref, Merav. Moi, je pense que si, c'était un super... Excusez-moi, Raphaël, il vient de lancer un sujet extraordinaire. Je ne savais pas qu'il y avait une personne sur Terre qui estimait que Rima Hassan n'était pas proche des frères musulmans. C'est la meilleure blague de l'année. Je suis pas le seul. Elle a beaucoup de soutien et il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour la liste de Manon Aubry aux élections européennes parce que Rima Hassan était dans cette liste. Donc elle a quand même un soutien populaire, un soutien très fort sur les réseaux sociaux. Elle les kiffe. Non. Rima Hassan kiffe les frères musulmans. Voilà, on va se le dire concrètement. Moi, je pense pas. Quand on voit la vie de la femme, enfin, elle n'a rien d'une musulmane à l'image de ce que il faut qu'on passe autour de l'info. Elle est Jewish friendly, elle est judéo aussi. Merci beaucoup. Merav, je commence avec vous. Un restaurant israélien populaire de Lisbonne a été contraint de fermer ses portes en raison de la montée de l'antisémitisme, a annoncé l'établissement mardi. Vous avez vu donc ces tags qui étaient sur la devanture de ce restaurant. Ils ont été harcelés, il y a eu des appels au boycott et ils ont été obligés de fermer le restaurant. Une réaction, Merav ? On est au Portugal. Oui. Forcément, je suis outrée, mais surtout, c'est une forme de pogrom. C'est au-delà de ma réaction et de l'émotion que ça suscite, c'est très grave. Moi qui suis d'un naturel plutôt optimiste, j'ai envie de dire, je pense qu'en France, on n'aurait pas laissé faire ça. Qu'il y aurait eu un soulèvement, qu'il y aurait eu un parti pris côté État. Je ne comprends pas ce qu'a fait le maire de Lisbonne, je ne comprends pas ce que fait l'État du Portugal face à une telle situation. Ils auraient dû être solidaires. Je suis particulièrement choquée. On a des règles, on a des lois, y compris au Portugal, pour les appliquer et empêcher ce type de pogrom. C'est une forme de pogrom. Certes, c'est du boycott, certes, c'est de la discrimination, c'est une atteinte à leurs biens, ils ont été pillés, ils ont été menacés, ils ont été agressés, mis en danger. Tout ceci est inacceptable. Et on se retrouve à porter atteinte et à laisser faire ce type d'individus qui sèment la terreur, et ceux qui sèment la terreur sont des terroristes. Ils touchent aujourd'hui le culinaire, la nourriture, la convivialité, le divertissement, la culture, donc le sens de la fête. Donc ils nous touchent tous, ça touche pas des juifs, c'est pas des restaurants dédiés aux juifs. Plus que ça, la cuisine israélienne est une cuisine internationale, très particulière et spécifique, qui a son propre ADN et qui séduit tout le monde. Il y a encore pas longtemps, j'étais dans des restos israéliens, pas forcément cachers, à Paris, et ça plaît à tous les Français et à tous les touristes qui résident en France. Stéphane Blajman, votre information. L'administration américaine du président américain Donald Trump a déclaré la semaine dernière à Benjamin Netanyahou qu'elle était déterminée à rapatrier le dernier otage décédé à Gaza et à désarmer le Hamas, mais qu'elle n'était pas disposée à conditionner le lancement de la deuxième phase de son plan de paix à l'un ou l'autre de ces sujets. Israël se fait-il arnaquer ? Israël ne se fait pas arnaquer. Israël, de toute façon, fait ce que les États-Unis vont leur dire de faire. Mais le problème, c'est que désarmer le Hamas, c'est qui va le désarmer ?
Parce que les Américains veulent que le Hamas soit désarmé, mais les Américains ne vont envoyer personne pour désarmer le Hamas. Donc c'est déjà le premier problème. Deuxièmement, le dernier otage israélien doit être une condition impérative avant toute chose. Désarmer le Hamas, qui va le désarmer? Nous, l'armée israélienne, on n'a pas pu le faire pendant 2 ans. Les Américains ne vont pas le faire non plus. C'est-à-dire que ne pas pouvoir avancer sur certaines choses en attendant que le Hamas soit complètement désarmé, c'est bloquer tout. Donc, le retour de l'otage israélien, c'est une condition indispensable. Ensuite, il va falloir avancer de toute façon. Claudie Siard, votre information. Un article de nos confrères du Monde. Municipal 2026 à Paris, Sarah Knafo, l'eurodéputé de Reconquête, annonce sa candidature. L'élu du parti d'extrême droite a même du coup exclu mercredi soir se présenter à l'élection présidentielle de 2027 pour laquelle elle espère que le parti d'Éric Zemmour aura un autre candidat. Alors, qui se frotte les mains de cette candidature? La gauche ou la droite parisienne? Oh là là, Paris est un tel enjeu et une rampe de lancement pour beaucoup. On a entendu ce qui d'ailleurs crée une sorte de confusion, d'hilarité, d'incompréhension, puisque Sarah Knafo était aux 20h de la chaîne publique française. Donc c'est pas public, c'est privé TF1. TF1, pardon, la chaîne, c'est ce que je voulais dire sur TF1. Donc, que se passe-t-il finalement? Est-ce que les choses changent? Moi, vous savez, sur cette élection parisienne, il y a des candidates, surtout des candidates, et ce qui me gêne beaucoup, ce sont les affaires autour de ces personnes-là. C'est peut-être ce qu'il y a pour moi, en tout cas, de plus gênant. Dire que Sarah Knafo... Alors moi, je serais plutôt un soutien de Sophia plutôt que de Sarah Knafo, mais ça, vous le savez, vous l'avez bien compris. Et à côté de cela, il y a des choses qui viennent perturber ce que l'électeur parisien, le choix qu'il pourrait faire au regard de ce que peut nous dire la justice ou ce que nous disent les médias. Voilà. Donc on a bien compris, Sophia Chikirou plutôt que Sarah Knafo. Oui. Ah ben ça, de toute façon, c'est clair. C'est une évidence. Laurent Ayache, votre information. Article très sérieux publié sur le site du média Les Échos. L'intelligence artificielle et la religion commencent à faire bon ménage. Nathanael Shkiri, un rabbin israélien spécialiste de la Kabbale, de la mystique juive, se présente désormais sous forme d'un avatar nommé Ravatar, avec son apparence physique et sa voix pour répondre à ses interlocuteurs en leur offrant ses bénédictions pour les mariages, pour les naissances, en donnant des conseils pratiques ou en transmettant des paroles de réconfort. Par contre, ça sera beaucoup plus difficile pour les circoncisions. Je découvre, je ne connaissais pas cette information. Effectivement, ça fait sourire. C'est les dérives de la nouvelle technologie. Ça fait sourire. Bon, s'il y a des personnes qui se laissent prendre au jeu, pourquoi pas, mais bon, c'est pas sérieux. Disons que c'est quelque chose surtout la Kabbale, quelque chose de tellement profond et de tellement sérieux que je pense que la personnalité d'un rabbin en chair et en os est beaucoup trop importante et qu'il faut pas aller dans ces dérives. Vous saluez cette avancée, l'intelligence artificielle dans la religion? Écoutez, que chacun fasse ce qui lui plaît. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il fait ça gratuitement? Ah, mais ça, il faut aller sur le site Ravatar. C'est ça. Voilà, la question est là. La question il faut aller sur le site pour se renseigner. Les bons rabbins font ça gratuitement. La question est là. Bon, on va enquêter. Lundi, je donne la réponse à l'enquête. D'accord, voilà. Parfait. On a fini ce tour de l'info avec le sourire. C'est important aussi, parfois un peu de légèreté dans cette émission. Charlie Hebdo achève sa mue d'extrême droite, accusé hier le site contre-attaque dans un article. Je cite. La ligne éditoriale de Charlie, un dessin raciste au sujet d'une caricature de Rokhaya Diallo et un appel trumpiste à enlever et enfermer la première figure de gauche au sujet d'une caricature de Jean-Luc Mélenchon. Les attaques récentes venues de la gauche contre Charlie Hebdo, 11 ans après l'attentat, a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Êtes-vous toujours Charlie? Merav Grieger a répondu oui et Claudie Siard a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 40, face à face numéro 2, c'est parti.
Meirav, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Claudie, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? N'oubliez pas, 1 minute pour convaincre. Meirav, c'est à vous. 11 ans. 11 ans que partout en France et dans le monde, on est Charlie. 11 ans que je suis Charlie. Je suis Charlie, c'est un slogan, c'est un logo, c'est un hashtag sur Twitter émanant d'un designer qui se prénomme Joachim Ronsin et qui avait vocation à défendre la liberté d'expression, la liberté de penser. Et je dirais aujourd'hui que plus généralement et plus que jamais, on doit défendre ces valeurs-là qui sont les nôtres et qui sont en danger pas qu'en France, on l'a vu partout dans le monde. J'irai encore plus loin que ces deux valeurs que représente ce slogan « Je suis Charlie » et qui est indépendant de la ligne éditoriale, comme je le disais tout à l'heure, du magazine. Aujourd'hui, c'est aussi le droit d'exister que tous les opposants à « Je suis Charlie » tentent de nous retirer. Merci le droit beaucoup, de penser, d'exprimer sa pensée et d'exister. Claudie, c'est à vous. Je n'ai jamais été Charlie et je ne serai jamais Charlie, tout en rendant hommage évidemment aux victimes des frères Kouachi. Je n'ai jamais été Charlie, tout en accordant de l'intérêt, comme l'a dit Meirav, à la liberté d'expression. Je n'ai jamais été Charlie et je ne serai jamais Charlie, car aujourd'hui encore, Charlie ne prend pas la mesure des bouleversements du monde, de ce qui se joue aujourd'hui en France. Il y a dans cette permissivité de Charlie quelque chose qui est de l'ordre de la destruction et s'accorde justement une liberté qui ne tient pas compte des spécificités des uns et des autres, de la vérité des uns et des autres, de la singularité des uns et des autres. Je ne suis pas Charlie. Souvenez-vous, lors de la manifestation, sur la photo, ils étaient nombreux. Et certains ont dit, un petit peu plus tard, finalement, on était là parce qu'il fallait être sur la photo. Je ne suis pas Charlie parce que la liberté d'expression avec Charlie est à géométrie variable. Je ne suis pas Charlie parce que je n'oublierai jamais cette image ignoble, raciste de Rokhaya Diallo, publiée par Charlie Hebdo. Merci beaucoup moi, à tous les deux. Non, attends. Meirav, vous avez eu vos 60 secondes. La parole à Laurent Ayache. Laurent, vous êtes plutôt d'accord avec Meirav ou avec Claudie? Je suis 100% d'accord avec Meirav. Je suis Charlie et c'est quelque part le titre de cette émission. Mais lorsque Charlie fait des caricatures sur le judaïsme, vous n'êtes pas heurté? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai lu, parce que j'ai reçu ce matin donc le sujet de l'émission, et donc j'ai lu tout le dernier journal qui est paru là sur Charlie Hebdo sur l'antisémitisme en France, Ils ont fait etc. et un dossier spécial sur l'antisémitisme en France. Plus qu'un dossier spécial, c'est le journal est entièrement consacré à l'antisémitisme en France, et donc je suis entièrement, c'est le titre de l'émission, ça se débat. Donc Charlie met le débat au cœur de son journal, c'est la liberté d'expression. On peut se moquer de tout le monde, on donne la parole à tout le monde, et c'est justement ce qu'ils font. Donc, je suis complètement avec Meirav. Stéphane. Moi, je suis Charlie, mais depuis longtemps. Bien avant les événements, j'ai toujours beaucoup aimé ce journal. Et la façon dont il est attaqué, et maintenant on le traite d'extrême droite par l'extrême gauche, c'est pratiquement l'extrême gauche qui attaque aujourd'hui. Moi, je fais un parallèle avec ce qui se passe chez nous en Israël. Tous ceux qui critiquent Netanyahou ne sont que des sales gauchistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir d'opinion. On est automatiquement taxé d'extrême gauche, d'extrême droite. C'est-à-dire qu'on ne peut plus débattre et on ne peut plus. La liberté d'expression, Claudie, elle permet tout. C'est-à-dire les spécificités de chacun. Dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté d'expression. Si on doit tenir compte de chaque personne. Donc, Charlie Hebdo existe. Il y a des unes qui peuvent choquer. Je suis d'accord avec vous. Cette une vous a choqué. Et chacun est choqué par ces unes, mais on doit admettre que Charlie Hebdo tape sur tout le monde. Je veux juste préciser, Stéphane... Est-ce que je peux mettre un tempérament? Pardon. Je veux juste préciser, Stéphane, qu'en Israël, pour parler par rapport à l'histoire de Netanyahou, les acteurs politiques qui sont le plus contre Netanyahou sont plus à droite que Netanyahou. Naftali Bennett, Avigdor Lieberman. Ils se trouvent plus à droite que Netanyahou. Ils sont traités de gauchistes. On s'éloigne du débat. Meirav, vous vouliez intervenir?
Bon, c'était à peu près sur le même sujet que Laurent vient de souligner. J'ai trouvé ça un peu léger, cette victimisation que venait de nous présenter Stéphane Blajman sur les opposants à Netanyahou. C'est peut-être une vision française en Israël. C'est peut-être des reproches que vous avez de la communauté française en Israël, mais en Israël côté israélien, qui ne viennent pas d'une certaine diaspora, on va dire, vous n'avez pas ce type de réflexe. Donc c'est une victimisation inutile et parfaitement erronée. C'est pas du tout une victimisation, c'est une réalité. Vous écoutez Netanyahou, vous écoutez Netanyahou, il traite tout le monde de gauchiste. Il traite Bennett et Lieberman de gauchistes. On reste sur Charlie. Non, mais restons sur Charlie. Je vous pose une question. Est-ce que c'est pas un peu vieux jeu aujourd'hui d'être choqué et offensé par un dessin? Non, c'est pas du tout ça. Moi, je vais vous dire, je suis très clair. Charlie, pour moi, n'est pas raciste. Même si certains pensent que Charlie joue sur certains codes racistes, mais pour moi, Charlie n'est pas raciste. En revanche, et peut-être que vous ne pouvez pas percevoir ça, la une de Rokhaya Diallo, montrant l'agrément en Joséphine Baker lors de la Revue Nègre de 1925 au Théâtre des Champs-Élysées avec cette ceinture de banane. Vous savez qui était l'auteur de la ceinture de banane? C'est Christian Dior. C'est une image raciste. Le noir, c'est un singe, et les bananes, et c'est son fruit préféré. Moi, c'est pas la caricature qui me gêne. Ils auraient pu caricaturer Rokhaya Diallo, ça ne m'aurait pas posé de problème. C'est toute l'idéologie raciste et de l'inégalité des races qui est dans ce dessin-là. C'est ça qui me gêne. C'est pas la caricature. Donc, je vais rectifier quelque chose, si vous me le permettez, Raphaël. La question, c'est est-ce que aujourd'hui, 11 ans après, le slogan « Je suis Charlie » est un slogan qui fédère et auquel on adhère. Entre une spécifique qui effectivement est critiquable, et vous avez parfaitement raison, Claudie, de le soulever, comme d'autres unes, et ce que défend ce slogan, les valeurs qu'il représente, ce sont deux choses différentes. Ce qui fait que votre intervention est hors sujet. C'est l'affiche sur laquelle vous n'êtes pas d'accord. Claudie, comme j'ai dit tout à l'heure, laissez-moi finir, comme je disais tout à l'heure. Je suis déçue parce que je viens de comprendre. C'est même pas mais. Non, vous allez me laisser finir de parler. Oui. Je viens de comprendre qu'en fait, vous êtes Charlie, juste pas cette une-là. Le slogan « Je suis Charlie », c'est pour la liberté d'expression. Et je voudrais ajouter quelque chose je suis pour sur la liberté cette histoire. d'expression. Voilà, donc vous êtes Charlie, Claudie, et vous remontez dans mon estime, et vous avez raison de ne pas être content sur une première. Et Claudie, est-ce que vous comprenez les réactions outrées de la France insoumise par rapport à la caricature de Jean-Luc Mélenchon en Nicolas Maduro qui a été arrêté? Est-ce que ce dessin-là spécifiquement vous choque? Est-ce que vous comprenez que tous les députés de la France insoumise aient critiqué Charlie Hebdo pour ce dessin-là en particulier? Non, mais à la limite, on peut comprendre que Mélenchon et que les membres de la France insoumise ne soient pas d'accord avec ce dessin, avec cette caricature. On peut l'entendre. Et puis, alors, on va pas ouvrir le dossier Maduro. Non, franchement, ça ne me dérange pas que des gens soient indignés et que d'autres ne le soient pas. Franchement, pour moi, c'est pas un débat. Votre avis sur la une, sur cette photo. Laurent. Excusez-moi, mais moi, je suis beaucoup plus indigné et choqué par la caricature qui a été faite sur Cyril Hanouna par le LFI que par la caricature qui a été faite par Mélenchon. Le mot de la fin pour Stéphane. Cette image qui était plus qu'antisémite. Bien sûr. Moi, je pense que Charlie Hebdo... Voilà, chacun son truc. Mais je pense que Charlie Hebdo a peut-être fait des unes qui ont plus choqué et qui étaient ratées. On a le droit de rater un dessin, on a le droit de rater une une, on a le droit, mais ça n'empêche pas que la liberté d'expression et ce que représente Charlie doit quelque chose qui doit unir tous les Français. Merci beaucoup à tous les quatre. Réfléchissez à qui en France on interdit encore aujourd'hui la liberté d'expression. Rendez-vous au prochain épisode. Allez-y, Claudie. Non, mais allez au bout de votre pensée. Je trouve que pour moi, la liberté d'expression ne peut pas être à géométrie variable au regard de votre grade ou à quel... alors je vais rectifier, parce que je trouve que là, il y a eu une insinuation qui était particulièrement grave. Je vais vous donner les règles de droit, qui sont différentes au regard des États-Unis et d'autres pays démocratiques. Ok, vous allez me laisser parler. C'est possible de ne pas ponctuer? Super. Donc ça va être très clair. En France, il y a un principe, la liberté d'expression, et en France, comme dans d'autres pays de l'Union européenne, on sanctionne les abus de la liberté d'expression. Totalement. Pour pouvoir sanctionner les abus de la liberté d'expression, il faut que des personnes se plaignent
et donc qu'elles aillent en justice. Oui. Donc, Pour rester en justice. Ce n'est oui. pas une question de censure ou de laisser tel ou tel journal s'exprimer ou le censurer. Ce n'est pas de la censure, c'est la sanction de l'abus de la liberté d'expression. Si cette une de Charlie que vous évoquez et qui est effectivement critiquable, et c'est un véritable cas d'étude très intéressant, s'il y a une plainte, et si cette plainte, il faut deux conditions, une plainte et que cette plainte soit suffisamment motivée, si sa motivation est considérée comme légitime, réelle, et qu'elle caractérise un abus de la liberté d'expression, il y aura aussi sanction. Merci Là beaucoup. aussi, le côté victimaire m'agace fondamentalement. Merci, vous adore, mais il faudrait qu'on fasse un débat autour de ça. Oui. Ce serait très intéressant. Claudie. Parce que là, j'ai envie de dire tellement de choses, mais on n'a pas le temps. Claudie, il faut qu'on avance. Et Claudie, nous avons rendu hommage mardi avec Rost au rappeur Calbo, disparu il y a quelques jours. Hier, sur Instagram, Lina a partagé une interview de vous avec Calbo, enregistrée en 2002 pour la promo de l'album « Quelque chose a survécu » de son groupe Arsenic. Alors, je vous pose une question, Claudie. Vous qui l'avez bien connu, qu'est-ce qui survivra de Calbo ? C'est l'un des groupes mythiques de l'histoire. Enfin, Arsenic, donc Lino, son grand frère et lui, c'est un des groupes mythiques de l'histoire du rap français. C'est l'histoire du secteur A, c'est l'histoire de gars de banlieue, de Villiers-le-Bel et de Sarcelles, et qui à un moment donné, parfois un peu par mimétisme au regard de ce qui se passait chez les Afro-Américains, et parce qu'il y a eu aussi les grands frères de IAM, de NTM, se sont dit, nous aussi, on est de cette culture hip-hop. Et ces gens-là, il faut écouter les textes d'Arsenic, il faut écouter les textes de l'album de 2022 de Calbo, entendre ce qu'il dit, lui, de nos sociétés, de notre humanité. C'est extraordinaire. Et celles et ceux qui nous regardent, si vous le pouvez, allez écouter les titres, allez écouter les textes. Il sera inhumé demain à Sarcelles. Ça va être un moment extrêmement douloureux. Tout le monde sera là. Et de voir les hommages rendus par des gens très différents et souvent éloignés du monde du hip-hop. Et d'ailleurs, j'ai appris que Raphaël était un fan de hip-hop et fan d'Arsenic, puisque Raphaël m'a envoyé un petit SMS très tard le soir avec quelques phrases, quelques gouttes de plus d'Arsenic. Humainement, c'était quelqu'un vraiment, vraiment, vraiment bien, et que la politique avait déçu. Nous qui parlons beaucoup de politique ici, que la politique décevait, et il pensait que son rôle était ailleurs. Et qui représente une valeur qui vous est très chère, que vous avez évoquée en introduction, fédérer, ne pas diviser. Exactement, c'est exactement ça. Merci, Mera, vous connaissiez Arsenic, vous écoutiez Arsenic ? Vous voulez que je chante ? Vous pouvez chanter. Le plus souvent, pour les connaisseurs, si Claudie chante avec moi, je suis d'accord. Les refrains d'Arsenic étaient chantés par la très très talentueuse chanteuse Assia. Voilà, Claudie, vous confirmerez. Exactement. Oui. Voilà. Mais ça faisait quoi, rappelez-moi ? Mais il y avait avant les histoires avec Doc Gynéco et tout ça. Voilà. Si vous lancez la chanson, je vous suis, messieurs. Mais j'y vais pas seule. Bon, alors C'est une affaire de famille qui est un grand morceau. Il y a Boxe avec les mots, une saison blanche et sèche que je recommande. Il y a Je t'emmerde aussi. Et on a vu aussi s'afficher à l'écran l'album. C'est un titre important. Il faut Merci beaucoup, Claudie, pour cet hommage à Calbo. C'était important de le faire ici. Merci. Et c'est le moment de la carte blanche de Julien Assal. Salut Raphaël, salut tout le monde. Bon, gros coup de gueule aujourd'hui, parce que depuis 3 jours, il y en a une qui est froide avec moi, et aujourd'hui elle a disparu alors que je commençais à bien la kiffer. La neige. Oui, je parle de la neige évidemment. La neige elle est partie aussi vite que Trump a capturé le président du Venezuela. Bon, en tout cas la neige fond, et visiblement l'humour de LFI aussi. La Charlie Hebdo a publié dernièrement une caricature de Mélenchon en Maduro, version prisonnier aux States. D'ailleurs, je voulais faire une blague comme quoi Donald Trump devrait aussi capturer Mélenchon, sauf que Charlie Hebdo m'a piqué mon idée, puisqu'ils ont écrit sur la caricature « Trump ne t'arrête pas en si bon chemin ». Ils ont raison. Bon, et apparemment, tout ça n'a pas plu à LFI. Du coup, nouvelle résolution pour 2026. La prochaine fois, on rigolera, mais seulement si Mélenchon est d'accord. D'ailleurs, puisqu'on parle de Mélenchon, ça me fait penser qu'en Israël, un rabbin spécialiste de la Kabbale a créé son Ravatar. Et sans doute l'info la plus folle depuis que j'ai commencé à I24. Aujourd'hui, il existe un rabbin spécial de K26, un rabbin qui ne dort jamais, toujours dispo, rabbin illimité, sans file d'attente devant la Sina, qui peut être partout à la fois. Alors que ça, jusqu'à aujourd'hui, c'était seulement réservé qu'à 3 personnes. À Dieu, à ma mère et à ta belle-mère. Bon, et sinon, il y a Merav Grigor qui est en plateau. Vous, Merav, qui êtes avocate spécialisée dans la cybersécurité, peut-être que vous avez fait venir votre avatar en plateau,
Qui c'est? Et Laurent Ayache, j'ai pas de nouvelles pour le barbecue. On fait ça chez vous ou chez moi? Bon, et pour finir, en ce moment, il y a OM PSG, Raphaël contre Julien, allez l'OM et à lundi pro, Raphaël. Et bon, allez, le Paris Saint-Germain, évidemment, sur ce plateau, je représente ce club. Il y a actuellement 2-2 de partout et ça va aller à la séance de tir au but directement. Donc, on va achever cette émission et on va aller regarder avec Stéphane, avec Laurent, la séance de tir au but de ce trophée des champions qui se joue au Koweït. Merci Claudiciard, merci Merav, merci Stéphane et merci Laurent. Allez, on va regarder la fin du match. C'est parti.